La tierra, la tierra te habla, su vientre canta. Wir freuen uns sehr, heute Abend hier an einem emblematischen Ort der Berliner feministischer Geschichte zu sein, dem FFBIZ-Archiv, für diese Online-Veranstaltung via Zoom und auch via Facebook Live. Ich bin Suzon, Teil des Positive Lab Teams und werde den Abend mit Emilie moderieren. Und zum ersten Mal wird heute Abend Diane die Übersetzung ins Deutsche anbieten. Herzlich willkommen, Diane. Alors, je suis Suzon, je fais partie de l'équipe de Positive Lab et je vais présenter cette soirée ce soir aux côtés d'Emilie. Et pour la première fois, Diane nous fera l'honneur de faire la traduction du français vers l'allemand. J'étais en train de vous expliquer ce que c'était l'écoféminothek. C'est un cercle d'événements inspirants autour de l'écoféminisme. On puise dans la littérature pour aller vers l'activisme, vers l'action sur comment agir aujourd'hui positivement sur le monde. Und ich werde das auch zusammenfassen auf Deutsch, was Œcoféminothek ist. Das ist eine Bürgerinitiative. Wir treffen uns regelmäßig jede 2 Monate, um von der Literatur inspiriert zu werden und dann von Literatur zum Activismus die Brücke schaffen. Et ce qui est génial dans l'écoféminisme, c'est que l'inspiration est donc directement reliée à l'action et on puise dans les livres, dans les paroles des activistes et bien sûr avec une perspective franco-allemande, car nous avons la chance d'être soutenus cette année par le Fonds citoyen franco-allemand. Et ce soir, notre thème s'intitule « Faire, fleurir les nouvelles visions » et on a donc un super programme. Das Tolle am Ökofeminismus ist, dass die Inspiration direkt mit Aktionen verbunden ist und wir nehmen also aus den Büchern und geben Aktivisten eine Stimme, die bereits mobilisiert und die Welt verändert. Und natürlich mit einer deutsch-französischen Perspektive, denn wir haben das Glück, dieses Jahr vom deutsch-französischen Bürgerfonds unterstützt zu werden. Unser Thema heute Abend lautet Neue Visionen zum Blühen bringen und wir haben ein tolles Programm, Suzon. Genau. Alors effectivement, on est dans un lieu emblématique de l'histoire et de la lutte féministe à Berlin ce soir. On est au sein des archives FFBIZ, donc traduit en français, c'est un centre de recherche, de formation et d'information pour et sur les femmes. Et on a la chance d'être accueillis ici par Roman Klarfeld, qui est le chef de projet des Archives. Also wir sind an einem emblematischen Ort feministischer Geschichte und Kämpfe in Berlin. Wir sind im FFBIZ-Archiv, also Frauenforschung, Bildungs- und Informationszentrum Archiv. Und wir haben das Glück, hier von Roman Klarfeld, dem Projektleiter des Archives, empfangen zu werden. Alors, on va vous présenter ce soir un livre génial, tout simplement, un poème en prose, La femme et la nature de Suzanne Griffin. Et on va aussi écouter une écoféministe de la première heure, Anna Georgi, qui est une américaine de 75 ans, qui a longtemps milité ici à Berlin et qu'on a retrouvée dans le Massachusetts aux États-Unis, où elle est aujourd'hui encore activiste. Et bien sûr, Axel va aussi dessiner tout au long de la soirée ses impressions afin de rendre visible ce qui aura jailli de cette rencontre ce soir. Also wir werden heute Abend ein brillantes Buch vorstellen, ein Prosagedicht, Woman and Nature von Suzanne Griffin. Und wir werden auch einer frühen Ökofeministin zuhören, die Anna Georgi, eine 75-jährigen Amerikanerin, die hier in Berlin längere Zeit eine Aktivistin war und die wir im Massachusetts in den Vereinigten Staaten getroffen haben, wo sie immer noch eine Aktivistin ist, ja, getroffen online, dank der Internet. Und natürlich zeichnet auch Axel während des ganzen Abends ihre Eindrücke, um sichtbar zu machen, was aus dieser Begegnung entstanden ist. Et alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, levez la main grâce à la petite Emoticon de Zoom. Bitte, ihr könnt auch jederzeit uns Fragen stellen, dann könnt ihr einfach Hände hoch.
haben. Et la première question que l'on a ce soir, elle est pour Romane. Merci beaucoup déjà d'avoir accepté cette collaboration pour parler de l'histoire des archives. Et on va parler ce soir d'un fonds en particulier, celui de l'organisation écoféministe Women Life on Earth. C'est un fonds que vous conservez ici. Racontez-nous ce qu'est le FFBIZ et quelle est la mission de ces archives. Alors, die erste Frage ist für dich, Roman. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, sofort über die Geschichte der Archive zu sprechen. Und wir werden heute Abend insbesondere über einen Fonds sprechen, nämlich den der ökofeministischen Organisation Women Life on Earth, den hier aufbewahrt. Kannst du uns zuerst sagen, was ist genau das FFBIZ? Wo sind wir gerade und was ist eure Aufgabe? Ja, vielen Dank. Ich freue mich total, dass es heute geklappt hat. Es ist das erste Mal, dass ich die Möglichkeit habe, das Archiv auf diesem Weg vorzustellen. Das ist neu, aber interessant. Das FFBIZ wurde 1978 gegründet unter dem langen Namen Frauenforschungs-, Bildungs- und Informationszentrum und war damals als außeruniversitärer Ort für Bildung gedacht, für Frauen, am Höhepunkt quasi der damaligen Frauenbewegung in West-Berlin. Alors, je fais la traduction rapidement. Donc, le centre d'archives a été créé en 1978 à Berlin-Ouest et ça a été pensé comme un lieu en fait de formation pour les femmes, un lieu qui serait en parallèle de l'université. Und das Archiv hat sich vor allem deshalb gegründet, weil die Aktivistinnen in den 70er Jahren bemerkt haben, dass die Geschichte der früheren Frauenbewegung, also der ersten, dass es da quasi keine Quellen gibt und dass diese Geschichte, ich will nicht sagen verloren gegangen ist, aber zumindest nicht mehr sehr im Bewusstsein war. Und es war ihnen klar, wenn nicht sie ihre eigene Geschichte sammeln, wird es niemand machen. En fait, c'est des militantes féministes qui, dans les années 70, ont remarqué qu'il n'y avait pas de sources d'archives disponibles des mouvements féministes qui ont eu lieu de la première vague et qui se sont dit que si elles ne faisaient pas quelque chose, en fait, on allait perdre toutes ces ressources. Das ist das, was wir quasi bis heute machen, ist die Geschichte von sozialen Bewegungen, insbesondere eben bei uns von feministischer Bewegung, zu sammeln und aufzubewahren, weil das sind Dinge, die werden in staatlichen Archiven nicht gesammelt und wir möchten diese Geschichte aber bewahren und auch für die Zukunft beforschbar machen und vielleicht auch Aktivistinnen inspirieren mit der Geschichte. Donc en fait, ici, le but, c'est d'archiver l'histoire de différents mouvements sociaux et notamment des mouvements féministes. Et en fait, c'est des archives qui n'existent pas ailleurs et pas dans les, comment on dit, dans les archives voilà, municipales ou nationales. Et donc, c'est un moyen aussi de garder ces ressources disponibles pour l'avenir. Und wir sammeln quasi wirklich alles das Thema Feminismus und Frauenbewegungen. Das können persönliche Korrespondenzen von Frauen sein, das sind Vereinsunterlagen, wie zum Beispiel von BLOE, es sind Plakate, wir haben vorher unten im Archiv gesehen, Aktionskits, also es können auch Gegenstände sein, T-Shirts, alles. Was quasi so eine Bewegung eben widerspiegelt. Donc Roman nous explique, en fait, on a eu la chance d'avoir une petite visite des archives tout à l'heure. Donc il nous a montré en fait tout ce qu'il y avait dans ces archives. Donc il y a bien sûr beaucoup de papiers, donc par exemple des correspondances de femmes féministes ou de femmes qui étaient engagées dans les mouvements sociaux. Mais il y a aussi des affiches, des films qui ont été digitalisés par exemple, et puis il y a aussi des objets, des t-shirts. Il nous avait montré des petites kits de manifestations avec des pins, des
des paillettes, etc. Donc, ça va vraiment du journal au T-Shirt ou au tote bag. Genau, dann vielleicht noch kurz etwas hier zu dem Ort. Wir befinden uns hier jetzt im Osten, also in Ostberlin, im ehemaligen Ostberlin quasi, und das FFBIZ war aber ein westdeutsches Projekt, ist aber 2003 dann von Charlottenburg, wo es gegründet wurde, hier nach Friedrichshain gezogen. Das hatte Geld- und Raumgründe. Und jetzt sind wir eben seit 2003 hier gemeinsam mit dem Archiv Grünes Gedächtnis, das Archiv der Heinrich-Böll-Stiftung, teilen wir uns eben diese Räume und sind hier zur Untermiete. Genau, aber vermutlich werden wir irgendwann in den nächsten Jahren wieder die Räumlichkeiten wechseln, weil wie das bei Archiven so ist, sie wachsen und wir platzen aus allen Nähten. Alors ici, les archives se trouvent dans le quartier de Friedrichshain à Berlin, qui est en fait une partie dans l'est de Berlin, dans l'ancien Berlin-Est. Mais les archives ont été créées en 2003 à Charlottenburg, qui fait partie de l'ancien Berlin-Ouest. Et donc, les archives ont déménagé de Charlottenburg en 2003 pour aller vers Friedrichshain à l'est. Et ça, c'était pour des raisons notamment d'argent et de place, parce qu'il faut beaucoup de place pour ranger tout ça. Et aujourd'hui, le but à court moyen terme va être de déménager pour trouver plus d'espace pour pouvoir ranger, emmagasiner toutes ces archives. Voilà, le décor est planté. Jetzt wissen wir, wo wir sind. Und wir haben sehr viel zu teilen heute. Genau. Alors, on va très vite en savoir plus sur Anna Giorgi, qui est en fait la cofondatrice de l'association Women and Life on Earth ici à Berlin. Mais avant ça, on va vous présenter ce qu'on aime le plus à l'Œcoféminothek, qui est un livre engagé, brillant et complètement unique, La Femme et la Nature de Suzanne Griffin. Also wir werden bald mehr über diese Anna Giorgi, die Mitbegründerin von Women and Life on Earth hier in Berlin, herausfinden. Aber zuerst werden wir euch vorstellen, was wir in der Œcoféminothek besonders lieben. Und zwar ein Buch, das engagiert, brillant und völlig einzigartig ist. Und zwar Woman and Nature von Suzanne Griffin. Und Hélène wird uns erstmal das Buch ein bisschen vorstellen und sagen, was sie gefühlt und gedacht hat, wenn sie das Buch gelesen hat. Also Hélène va commencer par nous présenter ce livre, ses pensées, ses réactions à sa lecture. Oui, merci Suzanne. On m'entend bien? Ouais. Alors c'est vrai que donc ce que j'aimerais vous partager, c'est surtout les émotions et ce que moi j'ai tiré de ce livre. Après, je ne vais pas trop en parler dans le détail parce qu'on a prévu justement un cercle de lecture avec les membres de l'Œcoféminothek, donc vous toutes ensuite, pour que justement chacune partage vraiment sur notamment la première partie du livre, parce que c'est quand même un livre assez dense, donc du coup on veut séparer en plusieurs parties pour faire ce cercle de lecture. Et on vous enverra la date bientôt. Mais donc, je vais plutôt partager les émotions que moi, j'ai eues en lisant ce livre. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que je trouve que c'est un livre qui est assez unique en son genre. En fait, j'ai vraiment jamais lu de livre comme ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment un livre qui va utiliser la prose et comme outil de militantisme, ce qui est assez atypique. Et donc, en fait, ça va nous toucher autrement que si on nous donnait des chiffres, comme on entend souvent sur l'oppression des femmes, par exemple. Ça va vraiment nous toucher au fond de notre cœur et faire appel à nos émotions plutôt qu'à notre raison, où on va encore se dire « Ah bah oui, effectivement, d'un point de vue rationnel, il y a des problématiques dans notre société. » Là, ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Et en fait, ça touche vraiment quelque chose qui est assez profond et intime en nous, qui est là, mais on n'a pas forcément envie de tout le temps y penser. Et du coup, c'est pas du tout un livre en fait qui va venir théoriser des idées politiques, ce qui l'empêche pas d'ailleurs d'être politique, mais il va vraiment, par la prose, en fait, aller toucher les schémas qui sont profondément ancrés en nous par le système patriarcal, et il va aller en fait vraiment aux racines
pour nous projeter un miroir assez cru pour le coup de nos biais à tous dans cette société. Et ces biais en question, ça va vraiment être autour de l'association essentialiste, en fait, qui a été fondée à travers les siècles, entre la femme et la nature, et comment, en fait, finalement, la société patriarcale est venue associer de façon systématique la femme et la nature dans le but de les oppresser toutes deux. Et donc, c'est ça vraiment que j'aimerais aussi souligner, c'est que c'est pas parce que ce livre s'appelle La femme et la nature que ça veut dire que Suzanne Griffin pense qu'il faut associer la femme et la nature. Au contraire, elle, vraiment, son combat, c'est de militer pour exprimer que, en fait, non, ce n'est pas une association qui doit être faite, et c'est pas essentiel, c'est pas inné, contrairement à ce que voilà, la société patriarcale est venue instaurer. Et c'est tout ce qu'elle fait, en fait, tout au long de ce livre, c'est vraiment venir montrer comment cette association en fait s'est construite d'un point de vue religieux, d'un point de vue culturel, politique, à travers les âges. Et ça, elle le fait en prose, ce qui est quand même assez impressionnant. Et donc, en fait, elle va vraiment venir rapprocher une somme d'événements et d'idées pour expliquer, et aussi de fausses croyances, pour expliquer comment cette association s'est faite. Donc, pour vous donner des exemples un peu plus concrets, par exemple, elle va expliquer que l'ovule est vu comme passive, et donc l'ovule attend le spermatozoïde, et donc la femme doit être un être passif par essence. Ou alors encore, elle va parler de la jument qui est comparée à la femme dans la mesure où elle doit être tondue, donc rasée pour les femmes, et donc devient fragile ensuite, et donc doit être protégée par les hommes, protégée par son cavalier, dans le cas de la jument. Ou encore, par exemple, pendant des siècles, on a pensé que la femme était un simple mécanisme dans le but de procréer, donc mécanisme de natalité, et ça a été en fait associé à la théorie des animaux-machines, comme quoi les animaux on ne sentent rien en fait et sont de simples machines. Et donc c'est plein d'exemples comme ça tout au long du livre, et c'est vrai que c'est assez impressionnant à lire et assez marquant en fait. Donc, c'est pas un livre qui est toujours simple et abordable dans la mesure où il est facile à lire, mais il va vraiment nous toucher profondément. Et moi, c'est un livre qui m'a beaucoup émue, et donc même ça m'est arrivé de pleurer à des moments en le lisant, donc je le recommande vraiment en tout cas. Voilà. Okay, viel Information, aber danke. Genau, also was ich jetzt davon mitgenommen habe, ist auf jeden Fall, dass das Buch sehr uns auf einer emotionalen Ebene trifft und nicht nur einfach Dinge aufzählt oder aufzeigt, was das Patriarchat alles mit uns macht, sondern eher, was es für Gefühle auslöst und wie wir uns dabei fühlen und was es in unserem Herzen mit uns macht. Und was interessant ist, dass das Buch zwar Die Frau und die Natur heißt, aber das nicht unbedingt kombiniert sein muss. Also dass die Frau nicht unbedingt immer mit der Natur als eins gesehen werden muss, aber natürlich im Zuge des Patriarchats auf gleicher Ebene unterdrückt worden ist. Also sowohl Frau als auch Natur, aber das nicht unbedingt das bedeuten muss, dass beide unbedingt eins bedeuten oder gleichzusetzen sind. Und da gibt es verschiedene Beispiele auch aus dem Buch, die Hélène zitiert hat, die ganz, ganz interessant waren. Ich nehme jetzt nochmal eins raus, wo sie gesagt hat, dass die Eizelle im Prinzip als passiv gesehen wird und nur darauf wartet, im Prinzip befruchtet zu werden von einem Spermatozoid und deshalb die Frau an sich auch als passiv gesehen wird in unserer Gesellschaft und dass das eben Probleme natürlich aufwirft und uns so trifft. Und das Interessante an dem Buch ist auch, dass es nicht einfach nur geschrieben ist, sondern dass es wirklich eine Prosa ist, also in einer Gedichtform geschrieben ist. Und das ist natürlich nochmal besonders herausragend und beeindruckend. Genau. Danke sehr, Diane. Und jetzt werde ich auch weiter mit dem Buchvorstellungen machen, weil wir haben gesagt dieses Mal, dass wir vielleicht zwei von uns auch nochmal berichten über das Buch. Und wir sehen, und es ist wirklich eine Einladung auch, damit ihr das Buch liest und zu dem Atelier von Hélène und Camille kommt. Donc, je vais aussi cette fois-ci partager ce qui s'est passé à la lecture de ce livre. On fait cette fois-ci d'une façon un petit peu différente. C'est vraiment une invitation
à ce que vous lisiez le livre et on se dit plus on va en parler, plus on va partager ce qui se passe quand on le lit, plus ça va vous donner envie de le lire et de venir à l'atelier que proposent Hélène et Camille pour aussi nous raconter ce qui se passe quand vous le lisez. Donc, moi, je vous le présente, c'est un livre qui a été quand même publié en 1977 aux États-Unis, un livre visionnaire. Et il n'a été traduit en français que cette année à l'édition Le Pommier. Donc, c'est vraiment une grande chance qu'on l'ait maintenant en français. Il y avait un extrait dans Réclame qu'on a déjà lu au début de l'année, mais là, c'est vrai que c'est fantastique de pouvoir le lire en français. Et rien que de lire la préface de notre marraine, d'ailleurs, de la marraine de l'Œcoféminothek, Jeanne Bougard-Boutal, on sent que c'est vraiment un délice, c'est un régal ce livre. Et quand vient la note de la traductrice, on comprend qu'on a affaire à une œuvre d'art, on comprend qu'on a affaire à un ovni dans la création littéraire, parce que, comme le disait Hélène, Suzanne Griffin a réussi à compacter l'histoire du patriarcat au fil des siècles. Et ce qui est dingue, c'est qu'elle le fait sous forme poétique, créative, avec plusieurs voix, car, dit-elle, la poésie est par nature subversive. Et on entend bien son gros clin d'œil quand elle dit ça. Alors, dans ce livre, il y a la voix du patriarcat et toutes ces décisions prises au nom de la science, mais aussi, il y a le cœur des femmes et il y a la voix de la nature. Et tout ça, ça fait comme un chant poétique basé sur des faits très détaillés. Toutes ces références sont sourcées et c'est ça, moi, qui m'a impressionné le plus, en fait, car c'est un livre engagé, sourcé, historique, militant. C'est la première fois pour moi qu'un poème en prose a eu cette force-là. C'est comme si on lisait l'histoire du patriarcat d'une façon nouvelle, comme elle n'a jamais été présentée. Tout d'un coup, eh bien, c'est toute la structure générale de la culture européenne qui s'effrite et qui s'effondre. C'est vraiment une bonne claque au patriarcat. Et alors, moi, en fait, ce qui est rigolo, c'est que j'ai plutôt lu, en fait, et j'ai passé vraiment des heures à lire toutes les petites notes, toutes les petites références pour voir, en fait, d'où venaient toutes les sources de ce qu'elle explique, en fait, parce qu'on y trouve toute l'arrogance de la science et toute l'arrogance de la culture portée par les hommes. Alors, ça va de Aristote, Schopenhauer, Kant, Descartes, Nietzsche, Hegel, une équipe souvent franco-allemande de philosophes qui ont œuvré à structurer un monde de façon binaire où l'homme impose son droit à dominer la femme et toutes les autres formes de vie. Et c'est un livre qui montre joyeusement, parce qu'il y a beaucoup en fait d'humour et c'est sur le ton de l'ironie en fait, tout son poème, donc c'est vraiment hyper intéressant de plonger dedans. Ça montre en fait que les hommes n'ont absolument rien de supérieur dans le système. On comprend juste que ce sont eux qui avaient tout simplement la parole, ils avaient les tribunes, ils ont pris les sciences, mais finalement, ils n'avaient pas tant de savoir que ça. Et ça motive vraiment pour renverser l'ordre qui a été établi par la force. Donc voilà. Et Suzanne Griffin, à la fin de son livre, en fait, il y a plusieurs de ses préfaces. Elle rend hommage dans ses notes à Audre Lorde. C'est intéressant, je trouve, de le signaler. Et elle lui rend hommage pour le pouvoir de la poésie. Et Suzanne Griffin dit aussi qu'elle a été inspirée par la poésie de la résistance de René Char. Donc, on voit aussi les références qu'elle utilise dans sa poésie. On vous le conseille, c'est un pilier fondamental de la création écoféministe. C'est un livre donc visionnaire et on a super hâte de cet atelier. Hélène et Camille. Et je te redonne le micro, Diane, pour que tu refasses de nouveau une super traduction condensée. Okay, here we go again. Das war Englisch, Entschuldigung. Also, hier nochmal eine andere Sicht, nicht unbedingt anders, aber doch ein anderer Blickwinkel von Emilie auf das Buch. Was sie besonders beeindruckt hat, ist vor allem auch, dass das Buch sowohl poetisch ist, als auch militant, als auch irgendwie die Geschichte wirklich des Feminismus oder des Patriarchats einfach aufzeigt. Und das Ganze eben aus verschiedenen Blickwinkeln macht, also natürlich in Prosaform, aber auch aus verschiedenen Blickwinkeln, aus dem Blickwinkel der Frau, der Natur und jetzt fehlt mir der letzte, des Patriarchats natürlich auch. Und genau, das ist wirklich ein herausragendes Buch, also anders als was man sonst so liest. Und auch im Vorwort, also das Buch ist erst jetzt gerade auf Französisch übersetzt worden, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das Vorwort schon verspricht ein super Buch mit
also von großer Qualität. Und was beeindruckend ist auch, dass viel zitiert wird, also viele Poeten, aber auch Philosophen zitiert werden und durch diese Zitation dann nochmal klar wird, wie diese Sicht eigentlich ist und war, weil die Poeten und Philosophen eben hauptsächlich Männer sind, die eine bestimmte Sicht auf die Welt haben und dann so das dadurch darlegen. Genau. Und genau, sie macht auch noch in ihrem Vorwort, glaube ich, oder am Ende spricht sie sich über Audre Lorde aus und bedankt sich bei ihr für den Beeindruckung. Und das zeigt auch nochmal von ihrer Größe. Also ein visionäres Buch. Und genau, wir laden alle auf jeden Fall zu dem Atelier ein, um nochmal genauer über dieses Buch zu sprechen mit Hélène und Camille. Ja, danke dir. Also bevor wir weitermachen, hat vielleicht jemand das Buch gelesen und möchte darüber sprechen oder etwas mitteilen. Also avant de continuer, on aimerait savoir s'il y en a parmi vous qui ont lu le livre et qui ont déjà envie d'en parler, vous pouvez vous manifester, lever la main sur vous ou écrire un petit commentaire sur Facebook. N'hésitez pas à nous transmettre vos ressentis sur ce livre. Je me disais, Julie, elle l'a peut-être lu, ce livre. Si tu nous entends. Bon, en tout cas, vous pourrez en parler lors de l'atelier. Entendu. Julie, est-ce que tu as envie d'en parler aussi? Parce que je me suis dit que tu l'avais sûrement lu, Femme et nature. D'accord, Julie a une mauvaise connexion. Les aléas de Zoom. Okay, kein Problem. Wir haben gerade gefragt, weil wir kennen auch so ein paar von euch hier im Team, in der Gruppe und wir wussten, dass Julie es bestimmt gelesen hat und das wäre auch interessant gewesen von ihr zu wissen, wie das ist, weil sie studiert auch gerade besonders so écoféministische Literatur, aber das wird dann für nächstes Mal. Genau. Also wir werden den Abend also mit anderen Gedichten fortsetzen, um die Geschichte des Ökofeminismus zu erzählen. Und zwar zunächst mit einem Gedicht, das Hélène nach der Lektüre von das Buch von Suzanne Griffin geschrieben hat. Donc on va en fait poursuivre la soirée avec d'autres poèmes pour raconter l'histoire de l'écoféminisme et on va commencer avec un poème composé par Hélène suite à la lecture du livre de Suzanne Griffin. On t'écoute, Hélène. Oui, alors en fait, dans le livre, à un moment donné, elle fait parler différents animaux qui sont vus comme ingrats dans notre société, comme une vache, une mule, une jument. Et en fait, j'ai trouvé ça assez exceptionnel parce que c'est vrai qu'on n'écrit pas sur ces animaux parce que je pense qu'on estime qu'ils ne méritent pas d'être racontés. Et d'ailleurs, souvent, quand j'ai dit aux personnes que j'avais écrit un poème sur une vache, les gens ils me regardaient un peu bizarrement. OK. Et en fait, je me suis dit que c'était une raison supplémentaire pour écrire un poème sur une vache parce que, donc, du coup, il y a personne qui pense qu'elle mérite qu'on écrit des poèmes dessus. Donc, je suis contente d'en avoir fait un. Voilà. Et je vais vous le lire. Vielleicht könntest du kurz übersetzen? Ja, natürlich. Genau. Nach der Lektüre dieses Buchs hat Hélène sich überlegt, dass ja viele Tiere da drin vorkommen und die eigentlich nicht wirklich einen hohen Stellenwert oder hohes Ansehen in unserer Gesellschaft genießen und hat deshalb beschlossen, ein Gedicht über eine Kuh zu schreiben. Und als sie Freunden davon erzählt hat, waren sie alle so, warum schreibst du ein Gedicht über eine Kuh? Und dann war sie froh, dass sie überhaupt eins geschrieben hat, weil das zeigt ja, dass wirklich niemand weiß, warum man ein Gedicht über Kühe schreiben sollte und man sollte Gedichte über Kühe schreiben. Alors. La vache s'exprime. Je suis vache, de doux flancs soyeux, une échine douillette, de petites cornes mutines, avec mes grands yeux sombres, je faisais partie autrefois de ce qu'on appelait la beauté. Depuis mon ventre chaud grandit la vie, pulse un petit cœur, sort une petite tête.
je suis mère. S'écoule mon sang, s'écartent mes lèvres, se déchirent mes muqueuses, je suis mère. Le fruit de mes entrailles tire goulûment des mamelles, par coups de langue chaude, de grandes gorgées de lait, je suis mère. Jusqu'au jour où on vint me l'arracher pour pomper à coups de tuyaux métalliques cet élixir blanc qui sort de mon corps, car je suis mère. Alors j'ouvre ma grande gueule de vache pour appeler mon petit. Je l'appelle encore jusqu'au fond de la nuit. Rien ne vient. Et le son de mes meux, point ne vous émeut. Oui, je pleure, mais pour vous je suis vache qui rit, vache à lait, vache à traire, vache à viande, vache à vendre, mais point de vache à être aimée, même pas d'amour vache. C'est à se demander d'ailleurs qui est le plus vache de nous deux. Alors je retourne ruminer, brin d'herbe et songe bovin, et accepte mon funeste destin. Avec mes congénères, nous savons bien que, depuis longtemps déjà, nous avons place dans le palais des hommes et non dans leur cœur. Schwierig, das jetzt in Worte zu fassen. Sehr berührend für dich, das Gedicht. Es geht vor allem darum, dass eine Kuh auch ein Wesen hat, eine Person oder ein Wesen ist, und erst eigentlich als schönes Objekt oder schönes Subjekt eben gerade nicht nur Objekt gesehen wird. Und jetzt in unserer Kultur sehen wir die Kühe eben nur als Objekte, die uns Milch geben, die uns versorgen und uns vielleicht Essen geben, also Platz, es ist Platz das war der letzte Satz, es ist Platz in den Palästen der Menschen, aber nicht in deren Herzen, weil wir die Kühe nicht als Wesen akzeptieren oder sie nicht so akzeptieren, wie sie sind. Und nur als Objekte sehen. Das habe ich davon mitgenommen. Merci Hélène pour ce poème. Alors maintenant, on va se pencher sur l'activisme, le militantisme et voir ce qui s'est fait une fois que le livre de Suzanne Griffin est sorti et que ses pensées écoféministes ont vu le jour. Donc, on est ici ce soir pour vous parler de Women and Life on Earth, qui est une organisation écoféministe américaine qui s'est installée à Berlin dans les années 2000 grâce à Anna Georgi. Et Émilie l'a retrouvée sur Zoom et l'a interrogée sur ce pan de l'histoire écoféminisme. Donc, on va l'écouter tout de suite pour voir en fait quel a été le point de départ de l'écoféminisme aux États-Unis. Also, jetzt schauen wir uns den Aktivismus an und was geschah, als dieses Buch herauskam und das ökofeministische Denken begann. Wir sind hier, um Ihnen von Women and Life on Earth zu erzählen, eine amerikanische ökofeministische Organisation, die in den 2000er Jahren dank Anna Georgi nach Berlin kam. Und Emily hat sie getroffen online und befragte sie über diesen Teil der ökofeministischen Geschichte. Und wir hören hier die Anna Georgi jetzt zu, um zu erfahren, was der Ausgangspunkt des Ökofeminismus in den Vereinigten Staaten war. Genau. Jetzt geht's wieder. In 73, 74, people didn't know the problems of nuclear power. And so our whole farm and joined with others, and we said, no, we're not gonna have this. So I was very active
with all the issues around nuclear power, you know, from waste to health to, you know, but also you have to talk about alternatives. So even then we were talking about solar energy and conservation and that. And because people needed information, I edited a book called No Nukes, Everyone's Guide to Nuclear Power, with 52 people worked on this. So I was very active on nuclear power and also because I speak French and German, not perfectly, I traveled in Europe and I kind of did international networking at that time. We were some of the first activists on the ground, you know, who took and did civil disobedience. We did massive civil disobedience, but we were in touch with people in Australia opposing uranium mining. And Petra Kelly became a friend. She contributed to the book. And so when I moved to Germany, you know, I had contacts through Petra. So there were many, many women involved who became involved in the anti-nuclear movement in our area. And some of them were also involved in alternative agriculture, organic agriculture, women's health, peace movement. And so in 1979, there was the first major nuclear accident at 3 Mile Island in Pennsylvania. And after that, the women, a group of 12 women who had worked together and knew each other in the anti-nuclear movement said, we have heard about Françoise de Bonne's article and thesis, Feminism and Ecology, and we decided to come together to see how we could work together in the future. And that was the first Women in Life on Earth effort. Our focus was always more activist. You know, we didn't go deeply into philosophy there's a whole part of ecofeminism that's more academic, you know, and a lot of books, you know, on that. And that's Susan Griffin and, you know, some of you I know you've looked at, but our focus was really protect our communities, you know, and save the planet and and support each other in our activism. Geniale Energie, oder? Elle a une énergie incroyable, Anya Giorgi. Et ce qui est super, c'est qu'elle a quand même déjà écrit dans les années 80 un livre contre le nucléaire avec Petra Kelly. On va en parler parce que Petra Kelly, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est celle qui a quand même cofondé le Parti des Verts ici en Allemagne, qui était écoféministe. Donc, c'est tout un pan de l'histoire allemande aussi, ce qui se passe dans l'écoféminisme. Et Roman, das ist schon unglaublich. Ne? Sie hat schon damals in den 80er Jahren Bücher mit Petra Kelly geschrieben. Sie war sehr, sehr gut verlinkt. Und das hat hier auch eine Bedeutung, dass wir auch von Petra Kelly ein bisschen sprechen. Ja, ist sehr lustig, weil tatsächlich an diesem Ort kommen sie in gewisser Weise wieder zusammen. Und zwar, wir haben ja hier auch das Archiv Grüne Gedächtnis, das natürlich Ökobewegung archiviert sozusagen, die Grünen von den Anfangsjahren an auch. Und ein ganz besonderer Bestand in dem Archiv ist das Petra Kelly Archiv. Also dort liegt der komplette Nachlass von ihr. Genau. Und so treffen sich dann hier unsere Archive thematisch quasi nochmal. Ja. Elle se retrouve aussi à cet endroit dans les archives, en fait, ces deux femmes, puisqu'ici se trouvent aussi les archives du parti des Verts, donc a fondé Petra Kelly, et aussi ses archives personnelles. C'est vraiment un lieu qui les réunit à nouveau. Donc, comme Anna Giorgi l'a expliqué, c'est un accident nucléaire en 79 qui a été la source vraiment de ce mouvement aux États-Unis. Et je vous propose maintenant de découvrir via un poème d'une militante de l'époque, Minna Hamilton, ce qui s'est passé lors de la Women's Pentagon Action. C'était en novembre 1980 à Washington.
Donc, je vais dire ça maintenant en allemand et en même temps, je vais essayer de partager l'écran. Attention. Und wie Anna Georgi es auch sagte, ein Atomunfall im Jahr 79 war auch die Ursache für die ökofeministische Bewegung in den Vereinigten Staaten. Und ich möchte jetzt mit euch ein Gedicht von einer damaligen Aktivistin, Mina Amiltion, teilen. Und dieses Gedicht ist über die Ereignisse bei der Women's Patagon Action. Das war im November 80 in Washington. Und jetzt muss ich alles richtig teilen, hoffentlich. Wir haben das hier. 10 Minuten Gedicht. On a 10 minutes de poésie et d'histoire en même temps. I had not planned to be a weaver. We were about 2,000 women bundled up against the fall chill. We had marched across Arlington Cemetery in Washington, D.C. We had grieved, planting cardboard gravestones in a patch of lawn. Now we were about 20 feet from the Pentagon's massive stone edifice. I was shouting, really screaming at the top of my lungs. It was the moment of rage. Carefully planned by a wonderful group of women, including Grace Paley, Maya Angelou, Anna Georgi, the Women's Pentagon Action was quite orchestrated. The plan was to grieve, to rage, then to circle around the Pentagon. Now the speeches by Grace and Maya began. But without ample amplification, they were hard to hear. And then I saw the weavers. Up on the granite steps leading to one of the Pentagon's entrances, there was a handful of women, perhaps 9 or 10, very quietly and very intently creating a web of red, orange, and yellow strands of yarn. This horizontal web stretched between several of the metal banisters that divided the flight of steps. And to weave this web, which was at hip height, they were crawling about underneath it. To my complete surprise, I found myself half running, half walking very swiftly across the approximately 20 feet of pavement that separated the crowd of protesters to the Pentagon steps. I lay down on my back on the stairs and scooted up underneath the yarn. Once you were underneath the web, you were out of reach and could not be arrested. Someone handed me a ball of yarn. Suddenly, the other demonstrators were far, far away. Here was a simple task. Push the wool up and over a thread, move to another location, make a loop, push the yarn through, move crabwise along the steps, scoot over to a co-weaver, exchange your ball of orange yarn for one of crimson red. Be quick, be calm. From the vantage point of 2016 and from the viewpoint of post 9/11 terrorist attack hyper-militarized police days, it is well nigh impossible to imagine the scene. First, one could march right up to one of the Pentagon columned entrances, as had our determined crew of women protesters. Yes, there were extra policemen and security guards on duty. Yes, some of them had a bit of swagger. Yes, we knew they had guns on their hips, but they were standing about looking a bit confused. We were making a terrific racket. Second, although these guards had pistols, they carried no other accoutrements of war. There was no tear gas. There were no bulletproof vests. Nobody had their fingers lightly resting on the trigger of a military assault weapon. Nor were batons out, ready to deliver a bone-crunching thrashing. Water cannons, pepper spray, orange plastic crowd control mesh were nowhere in sight. 20-ton armored personnel tanks were also missing. Nary an attack dog was in sight, with or without blood dripping from their tongues. Neither were these guards wearing black metal helmets or plastic face shields.
No, the policemen had cloth caps with rather silly visors, and the security guards were wearing baseball caps, an image not yet appropriated by Trump and his pals. No one was screaming orders or threatening arrest. Most importantly, these guys had faces you could see. You could read the expressions on their faces. You could see their eyes, see the twitch in a cheek. In short, one of the basic means of human communication, what we are doing with our facial muscles, was a possibility. We were humans together in this odd moment. Not that the moment wasn't scary. Yes, we weavers focused on our weaving. Still, there was a prickly awareness. Ah, the cops are there. What are they going to do? So we continually cast quick glances in their direction. Some security guards looked embarrassed. After all, they were confronted by something, on the face of it, absurd. Women screaming and beating on pots was one thing. Women quietly weaving, however, was way, way off the radar. No doubt it was emotionally confusing. Not only was it on some level utterly harmless, it also was peculiarly female. Who knows which of those guards had a beloved aunt or grandmother they'd seen knitting? Who knows what memories of a favorite sweater all that yarn evoked? Some of the guards seemed stunned. Indeed, they'd been disarmed. You cannot shoot down a skein of yarn. After some minutes of work, we weavers quietly passed along the message. They don't have the tools with which to cut the yarn. One of the weavers had overheard two security guards talking. A guard had gone off to find knives or scissors. Elation! I remember lying on my back, my arms lifted above me, busy with my yarn. Yes, biting at the edge of my being was fear. Would I be arrested? Would I be hurt? But I also remember the feeling of relief and joy upon hearing the word scissors. They would have to ask a Pentagon secretary, doubtless a female, for that. I imagined a guard leaning over a secretary's desk, then a tad sheepishly, "Excuse me, do you have a pair of scissors?" "A what?" "In fact, several pairs of scissors." Meanwhile, we had more time for our endeavors, more yarn, more weaving. Was I a weaver for 10 minutes? 20? I do not know. Time slid out of its usual borders. Quietly, doggedly, we continued building our web, gradually getting closer to the top of the flight of steps. I remember looking up through the now dense and impenetrable tangle of brilliant red, yellow, and orange hues, feeling how utterly right this moment was. Years later, I would learn that the action was designed to reweave, metaphorically, the web of life that is torn asunder by bombs and missiles. At the time, all I knew was, wow, for a few moments, we had won. A handful of women had blocked one segment of the stairs leading into the heart of the U.S. military. Then the signal for the end. A Pentagon staffer, all military efficiency, came briskly marching up the steps. He was off to the side, where we had not yet cast our web. Even so, a button on his uniform became entangled in a skein. Mad as hell, but also trying to maintain his dignity, he yanked and pulled. Finally, he freed the button and strode into the Pentagon. By now, I had reached the top of the stairs. Out of the corner of my eye, I saw a security guard with a knife. It wasn't a huge, threatening hunter's knife, just a knife. He'd started to cut the multiple strands of yarn. These weren't violent slashes, just methodical, strand by strand cuts. In fact, the task required two hands, one to hold the yarn taut, the other to cut through, and that was just one strand. Removing the web was going to be laborious and take quite a few minutes. I knew our time was up. I slipped out from underneath the web and stood up. A guard and I exchanged a shy smile.
I walked back down the Pentagon steps to rejoin the phalanx of protesters. I never met or knew the names of any of the other weavers. I suspect some were arrested, but I was not. One thing is certain. Each of us was changed in many unfathomable ways by that moment of power, that moment of saying no to blood, death, and war. That moment of saying, yes, we will reweave the web of life. Alors, cette vidéo nous montre quand même bien la force du poème. Also dieses Video zeigt uns wirklich, wie stark ein Gedicht sein kann. Möchtet vielleicht jemand von euch auf dieses Gedicht reagieren? Ihr könnt gerne Bescheid sagen beim Zoom. Est-ce que l'un d'entre vous aurait, l'une d'entre vous aurait envie de réagir à ce poème? N'hésitez pas à nous faire signe sur Zoom. Déjà, peut-être Iris, notre autrice de la soirée. Oui, ok. Bonsoir tout le monde. Difficile de réagir à quelque chose de si fort, en fait, en quelques mots. Mais oui, ce que je trouve fabuleux dans cet extrait de poésie et dans la poésie et l'écriture en règle générale, c'est que, comme tu le disais, c'est une arme pacifiste et c'est absolument fabuleux. Et là, en l'occurrence, ce qui est aussi très beau, enfin, je pense aussi aux écrits et aux poésies que je fais et je suis assez peu militante, je vais assez peu dans la rue. Et bon, c'était un super moyen pour moi de prendre la parole et justement de devenir militante, mais dans ma chambre. Et ce qui est très, très beau dans ce genre d'écrit, c'est qu'en fait, ça laisse aussi une trace, hein, justement, le lien avec les archives, etc. C'est fort, on a l'impression d'y être et je trouve ça absolument incroyable à ce niveau-là. Et c'est aussi une manière de porter sa voix. C'est pour ça que je trouve ça super d'avoir des enregistrements audio parce que évidemment l'écriture c'est génial et c'est une façon de porter sa voix aussi. Mais en tant que femme, c'est difficile de prendre le micro et c'est difficile de parler tout haut. Et je trouve ça très beau. Et pour finir, ce que je trouve aussi très touchant là-dedans, c'est une façon de parler à la communauté par le biais de l'intime et du personnel. Et c'est aussi une façon de parler du politique à travers l'émotionnel. Merci. Jan, möchtest du kurz auf Deutsch zusammenfassen? Okay. Also für Audrey war es, ne? Iris, oh, super, super. Für Iris war das vor allem beeindruckend, diese Bilder zu sehen, weil es ja schwierig ist für Frauen insbesondere auch ein Mikro in die Hand zu nehmen und stark zu sein und laut zu sprechen. Und deshalb ist es schön, irgendwie auch eine Stimme zu hören, nicht nur Texte zu lesen. Und was jetzt besonders stark daran war, ist, dass er diese gewaltfreie Art des Protests auch nochmal ein schöner Akt ist. Und wenn man dann so was Persönliches von sich teilt, dann geht es einem nah und deshalb ist es schön für sie. Alors, s'il n'y a pas d'autres réactions, on va retrouver maintenant Anna Giorgi, qui a vécu dans beaucoup de pays et qui avait un côté un petit peu geek, un peu nerd. Elle était très au fait des nouvelles technologies, des nouvelles manières de communiquer. Et elle s'est retrouvée donc dans les années 2000 à vivre en Allemagne et elle s'est donc engagée ici. Wir folgen wieder die Anna Giorgi, die damals in vielen Ländern gelebt hat und die war ein bisschen ein Nerd, die hat sich viel für neue Technologie und neue Kommunikationswege interessiert und sie lebte in den 2000er Jahren in Deutschland und hat sich deshalb auch hier engagiert. And I thought, oh, maybe we should have a new era of women in life on Earth
and have it be an internet project. So in 1998, and I came back to the US, as I did every year, and I spoke with some of our les grands, you know, some of our leadership from the first Women in Life on Earth. And I said, how do you feel about my using the name and us taking this action and philosophy, but especially activism and networking to into the internet age? And they supported that. And 1999 was also the year that there were big demonstrations against the WTO, the World Trade Organization in Seattle. And so globalization was really on people's minds. So it was a very good time. So when I moved to Berlin, the week before September 11th, which affected my whole time in Berlin, because we did a lot of anti-war work, trying to stop the war in Iraq, prevent Germany and European involvement and all that. Anyway, so I knew some women, and I wanted to start this internet project in Berlin. And the first thing we did was have a workshop at the first global anti-globalization conference called MIC Planet in 2003. And a lot of the Vandana Shiva, Farida Akhtar, a lot of the international women who had been part of Diverse Women for Diversity with Maria Mies. So women who had linked feminism and agriculture, indigenous women, you know, women, the 75% of the world's agriculture done by women, they had worked on that. Anyway, they were part of that. And the women were so excited. It was women in globalization, you know, how are we affected and what can we do? And out of that workshop, which was so exciting, people said, well, the women said, we've got to form a group here. And so that became VLOA e.V., Women in Life on Earth. They didn't want to have a German title. And this may be of interest because they said the Nazis had taken life, Earth. They thought it was better to keep it in English. So then we had a German subtitle of Frauen in Zusammenarbeit für Frieden, Ecologie. No. And how was it? It was 2001. How was it to talk about ecofeminism to that time? As you said, you already knew Petra Kelly, you already had connection with Maria Mies. How was it? Well, their book, I only have the awful black cover version, the more recent one, but Ecofeminism was... And the French one. Yes, very good. I actually have it in my office too. They gave it to me. It's beautiful. And I know the woman who translated it, who's passed. Yeah, no, it was a network. You know, when a few people are active, it's like the stone in the pond, you know, there's waves. And so I think we felt this is what the future the direction of the future, because for obvious reasons, you know, the patriarchy and the corporate control of economy and the grasping for wealth and endless growth and all those things are just so terribly dangerous. And in ecofeminism, they really, they were able to analyze this from a feminist perspective. And both Maria Mies and Vandana went on, of course, to do a lot of work. But what's really special about them is that they were activists at all times, you know, and so our group was very much in that direction. Et en fait, cette organisation, depuis Berlin, a amassé énormément de contenu déjà sur Internet dans les années 2000. Il faut s'imaginer, elles étaient déjà aussi visionnaires sur la toile. Roman, Sie haben damals schon unglaublich
viele Informationen auf Internet gegeben, freigegeben, sehr viel geschrieben. Was macht ihr jetzt als Archivisten mit diesem Content? Weil die Webseite ist immer noch online. Hein? Et pour tous ceux que ça intéresse, je vous invite vraiment aussi à aller découvrir le site Internet qui est toujours en ligne en 4 langues. C'est incroyable ce qu'elles ont fait à l'époque. Also als erstes freuen wir uns darüber, dass die Webseite noch online ist, weil genau da beginnt oft für uns im Archiv das Problem. Wenn sehr viel online gestellt wird und irgendwann die Seite nicht mehr da ist, dann ist der ganze Inhalt meistens irgendwie verloren. Genau, da ist die Seite glücklicherweise noch da. Wir spiegeln manche Webseiten und speichern so den Inhalt der Seite. Und dann ist es glücklicherweise auch noch so, dass Anna diese viele Informationen zwar ins Internet gestellt hat, aber für die ganze Recherche hat sie ja auch Artikel gesammelt und so weiter. Und dieses Material, quasi dieses Papier, ist auch bei uns im Archiv. Und sie hat auch ganz viele von den Artikeln, die sie online gestellt hat, auch ausgedruckt. Das war sehr beliebt, Anfang der 2000er Webseiten auszudrucken. Ich fand das auch immer sehr lustig. Aber tatsächlich, das Papier hält länger als irgendwelche Daten. Insofern ist es auch nicht die schlechteste Idee, das Internet auszudrucken, in kleiner Forme. Alors déjà, c'est super que le site effectivement soit encore en ligne parce qu'on a accès encore à tous ces contenus. Alors ce qu'ils font ici aux archives, c'est tout simplement enregistrer le contenu du site pour qu'il reste disponible, même si le site un jour n'est plus en ligne. Et puis, bien sûr, il y a aussi des archives matérielles, enfin des papiers, et notamment des impressions en fait du contenu du site internet. Donc comme ça, on a le contenu du site numérique et on l'a aussi en papier, et ça peut d'ailleurs parfois durer plus longtemps que le contenu numérique. Et maintenant, on va voir un petit peu plus concrètement quels étaient le type d'actions en fait qu'elles organisaient depuis Berlin, depuis l'Allemagne, dans toute l'Europe. Wir werden jetzt mit Anna Georgi sehen, welche konkreten Aktionen sie aus Deutschland, von Deutschland aus organisiert haben. Und ein bisschen Geduld, ich teile nochmal mein Screen. Yeah, I kind of had to go make a list for myself because there was so much. Well, we did workshops at every international conference. We offered a women's workshop because generally there wouldn't be one, you know, and we thought all the different workshops had women in them and often flown in from Bangladesh and Africa, but there was no space for them to do more than their 10-minute presentation or something. So we would do a workshop where we would invite, it would be an open workshop, and we would invite the women speakers to come and, network and talk together. And that was great. We had good, that was always very good. And that led to other things. And then we were very interested in agriculture, and we had a women in food and agriculture group for a while of women in Berlin. It was like up to 30 people who were involved in women agricultural projects. And then we connected with the Zukunftsstiftung Landwirtschaft, Future of Farming, and we helped with the GMO-free region conferences. I think in 2004, 5, 6, we helped with translation because we had members of our group who were fluent in Italian, Spanish, obviously German. I would do English. So we would help with translation. And that also helped fund our office. So that was great. So we did those projects. We did, in 2005, we worked with, I don't know if you know this project, it's called 1,000 Peace Women Across the Globe. And this was a project, instead of having one woman get the Nobel Peace Prize, it started in Bern, in Switzerland. They said, let's go for 1,000. And they organized it with almost no money. 1,000 women were nominated
from 150 countries. And they're behind this huge book is never published, deep, in-depth interviews with peacemakers. And they include ecology and so women's politics and women's programs. And then a group we were allied with, Frauennetzwerk für Frieden, Women's Peace Network, they did a German version of this. So we presented the English with the Green Party in November 2005, and the German edition was done later, and that was on online. So that was 2005. And you said that this book is still very actual, like you would recommend us also to read this book? It's absolutely history. I mean, it's stories that people don't know. And I think if you go online, a lot of it's online. So it's really, you know, women who, in 2005, women who had spent 30 years of their life working on these issues. So it's, you know, another generation. So, you know, in terms of, we're talking about archives, right? You know, and learning from past experience. So I would definitely recommend that. And then in 2008, we worked on the Planet Diversity Conference, which was parallel to the Convention on Biological Diversity that was held in Bonn that year. And I was living in Bonn, that's my German home, And so we did women's workshops. We organized a big festival for the Zukunftsstiftung Landwirtschaft. That was a big project and it was great. And out of that came a movie, Women of Planet Diversity. And that we should talk about that because that should be online. It was subtitled in Spanish and German. I guess it was done in German and English and with subtitles, but it's great. And there's still, our women workshops are online under Planet Diversity, the Planet Diversity website. So that was 2008. 2009, we helped form a coalition of international women to go to Strasbourg to demonstrate against the 60th anniversary of NATO, the founding of NATO. And we held a workshop on women and NATO, Women Say No to NATO. And there were like 10 papers submitted, and all that is on our website, WLOE.org, the English part under NATO. And we had a demonstration, we got gassed. I mean, it was very, it was a major action for us. And we started a listserv, Women Say No to NATO, and that is still going on. So under the No to NATO, that's a German and now led from Germany. And that's online, so you can find that. So that was 2009. In 2011, 10 and 11, we worked on doing a German version of the film, The Economics of Happiness. And this is a really interesting movie because it's about how localization as opposed to globalization, and has a lot of the themes that are, in other words, it doesn't say ecofeminist film, you know, but it's women talking about their communities and how to save them and how things used to be, and you know, a lot of women involved in that, and we thought that was great. So we got a small grant from the foundation that did that, and we did the German version, and we did the premiere of it with the Greens in Berlin in November 2011. By that time, I had said, I'm going back to the US because everything we work on, peace, GMO, all these problems came from my country. And instead of being, you know, an activist, I never felt like an expatriate. You know, I felt like an American being active where I was. But I just thought, I really want to go home and see what I can do, you know, be part of the change.
And so I announced at our annual meeting that I would be moving back and in a year. Alors maintenant, pour en savoir un peu plus sur les actions concrètes de cette organisation Women and Life on Earth et qu'on sait un peu mieux ce que contient donc le fonds d'archives de l'organisation, on aimerait demander donc à Romane ce que ça signifie pour vous aujourd'hui d'avoir ce fonds d'archives et qu'est-ce que vous faites concrètement avec ces archives, avec ces documents, avec ces objets. Jetzt, dass wir wissen, was diese Organisation gemacht hat und was in dieser Sammlung gibt, möchten wir gerne wissen, Roman, was es für euch konkret bedeutet, alle Archive dieser Organisation zu haben und was ihr mit diesem Material macht. Also für uns hat das natürlich immer eine sehr große Bedeutung, wenn wir wirklich so einen umfangreichen Bestand von einer Organisation bekommen, die auch zu so vielen Themen gearbeitet hat. Es ist für unsere Arbeit sehr spannend, aber auch für die Menschen, die mit den Materialien bei uns dann wiederum arbeiten. Und wir würden gerne noch viel mehr damit machen, aber tatsächlich unsere Aufgabe besteht darin, dass wir die Sachen so vorbereiten, damit andere damit forschen können oder Kunstprojekte machen oder Filme oder was auch immer. Also wir haben das vorher unten im Archiv gesehen, also wir bekommen meistens Umzugskartons und wenn wir das dann sortiert haben und fachgerecht quasi in spezielle Kartons und Mappen sortiert haben, dann wird das bei uns in unserer Datenbank verzeichnet. Die ist online zugänglich und das ist unser Ziel, dass die Sachen, die wir hier haben, genauso auch wie der WLOE-Bestand, dass der für Leute online recherchierbar ist, damit sie sehen können, okay, das und das befindet sich im Archiv. Dann müssen sie aber trotzdem hierher kommen, weil es geht rechtlich nicht, dass wir alles online stellen, aber genau, vor Ort ist es dann möglich, sich die Sachen anzugucken und eben dann eigene Projekte damit zu machen, sich für den eigenen Aktivismus inspirieren zu lassen, wie auch immer. Also inzwischen gibt es da ganz, ganz vielfältige Projekte, die so als Archiven entstehen. Et comme dit Roman, en fait, c'est vraiment une histoire incroyable, l'histoire de ce Verein, de cette association Women Life on Earth pour eux, archivistes, puisqu'ils ont hérité quand même de tous les fonds, de tout ce que Anna Georgi en fait récoltait. Et comme il expliquait, en fait, elle a vraiment aussi, elle, très très bien organisé aussi déjà tous ces documents. Et il dit c'est d'importance en fait, non seulement pour les archives, mais aussi pour la société d'avoir accès en fait à un fonds comme ça. Et c'est très important pour ceux qui viennent étudier ici, qui viennent en fait dans les archives pour poursuivre leur thèse, leur doctorat. En fait, il dit qu'ils aimeraient bien à FFBIZ en faire plus en fait, que juste les garder ces archives, mais leur rôle en fait, c'est vraiment de faire en sorte que toutes les archives soient bien ordonnées, soient bien classées et que chacune puisse y avoir accès d'une façon simple. Donc en fait, leur rôle, c'est vraiment de préparer au mieux tous les documents afin que les chercheurs ou alors des projets artistiques aussi puissent venir consulter toutes les archives. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent aussi online en fait sur leur site web comment leur fonds, en fait, on peut voir qu'est-ce qu'ils ont à disposition, mais par contre, si on veut voir de plus près, en fait, il faut venir se déplacer ici à Berlin et on a le droit de venir fouiller dans les cartons pour voir feuille par feuille qui a écrit quoi. Il y a des correspondances incroyables. Donc, l'invitation, c'est vraiment après de venir ici utiliser ces documents et pourquoi pas aussi inspirer de nouveaux autres mouvements qui ont envie de préserver l'environnement. Alors maintenant, on va vous proposer un dernier extrait de cette interview décidément très inspirante d'Anna Georgi. On va terminer avec elle sur les visions écoféministes et comment cette lutte peut nous inspirer aujourd'hui et pour l'avenir.
Und also hier ist ein letzter Auszug aus diesem sehr motivierenden Interview mit Anna Giorgi. Zum Schluss spricht sie über ökofeministische Visionen und wie dieser Kampf uns heute inspirieren kann. I think, first of all, nonviolence, a deep commitment to nonviolence, actions that can reach beyond academic words and papers, not having great leaders. We didn't, I mean, there were people who did more work, and there were people who were spokespeople, but everything was very much shared and talked over. There wasn't a top-down leadership at all. So I would say democratic leadership, commitment to nonviolence, a little humor, trying to, or theater. I mean, the Women's Pentagon Action was really amazing because women had carried, tombstones and dressed in black and didn't speak. And, this kind of also relates to the Women in Black vigils, which a lot of women are involved in. And I think the eco-feminist feeling is it's very much through your heart, your mind, your hands, your actions, and not isms. We don't, because then you have, the eco-socialist feminist, it starts getting far away from what people can relate to. And we have got to stop militarism and the military budget and the focus. Militarism and the militarist society is so devastating to women and communities. We're seeing it in Afghanistan, we're seeing it in Yemen, Somalia, all over the world, and it affects our societies too. At Trap Rock, I work with a 16-year-old and now a 14-year-old, because they are the ones who know this. 20 years ago, we thought it was great to have, things online and, networking and all that. But now it's a whole other generation and the technology and all that stuff. So I'm thrilled to work with younger people, and I support the Sunrise Movement. And but we also we went, and I personally went to a number of the climate conventions, and worked with the groups in Berlin that worked for more women's participation. But the whole thing was such a bad setup, and it was so frustrating, so I think it wasn't that work stopped, and I think both Vandana and Maria and other women influenced by them, and Silvia Federici here, it's but economically it's been really, really hard for women to do this kind of work on a volunteer basis. And what we're seeing is so much women leadership in environmental and climate groups, the NGO. So people are getting supported, women are getting supported, but they're also in particular organizations, which is not, may not welcome a very upfront ecofeminist analysis, but they're doing it. So you're all interested in books. Can I show you a couple of others? Of course, please. Okay. So this is the English translation of a very important book by Maria Mies and Veronica Benold Thompson, who are both founding members of WLOE. And it's really about, this is like an ecofeminist manifesto, because it's saying there's enough for everyone. There is so much if we concentrate on subsistence, on meeting needs. And subsistence doesn't mean, crawling around, living in a, little hut. It means getting what you need, and not raping the earth for all these,
minerals and things that we don't need. And the latest book, I think it's the latest by Veronica Bennell-Thompson, was Geld oder Leben. So this is money or life, what makes us really rich? And this is, again, this kind of, you know, people don't need to be alone in their little cubicles, you know, community around agriculture and around health, you know, around so many of the basic things we need. And another place I think ecofeminism is really showing up is in the Green New Deal, because the whole idea of a care economy and green jobs, these are jobs women have done for eons, you know, taking care of people, feeding people, childcare, and these are so devalued. But in a green economy, these would really be supported by society. So that's why we have to cut the military budget and move from militarism to life. Voilà, restons à préserver la vie. Incroyable interview quand même hein, de Anna Giorgi, son énergie, son optimisme. Ça m'intéresserait de savoir comment vous vous sentez, si vous avez envie d'en parler en fait après la transmission de cet activiste, parce que il y a une énergie aussi de joie profonde, moi j'ai trouvé dans son discours, et ça m'intéresserait de savoir comment vous vous sentez après l'avoir entendu. Ich finde selber, dass sie wirklich sehr tief berührt und eine tiefe Freude auch mitteilt. Das ist unglaublich, was sie für eine Energie immer noch hat und uns auch weiter gibt, um weiterzumachen. Ich finde das wirklich bewundernswert, und ich würde sehr gern von euch jetzt wissen, wie ihr euch fühlt, nachdem ihr sie gehört habt, wenn ihr das möchtet natürlich. Est-ce qu'il y en a une chez nous qui a envie de partager comment elle se sent après avoir entendu Anna Giorgi? En tout cas, on est tout en train de sourire. Hein. Also wir haben alle ein riesiges Lächeln an und Augen, die so strahlen. Ich glaube, das ist sehr gut, dass wir jetzt zu Axel gehen, weil das ist wirklich auch die Verlinkung zu, wie wir uns jetzt fühlen, nachdem wir sie gehört haben. Und Axel a die ganze Zeit gezeichnet. Et je crois que c'est en fait parfait maintenant, en fait, le temps d'aller voir Axel, puisque on va justement faire le lien entre ce que l'on ressent quand on écoute ces récits et ce qu'il jaillit. Et donc, Axel a dessiné pour nous ce soir et elle va nous raconter ce qui s'est passé. Je vais me mettre ici pour vous montrer le dessin. Est-ce qu'on le voit? Il faudrait peut-être changer la caméra, je ne sais pas. Alors, j'ai choisi celui-là, j'en ai fait plusieurs ce soir, comme toujours. C'est un hommage à ces femmes qui savent s'entrelacer harmonieusement et pacifiquement dans l'activisme. C'est aussi un remerciement pour les archives féministes de Berlin de conserver leur mémoire. Et c'est aussi un dessin pour vous dire un grand merci à toutes et à tous, pour vous remercier d'être autrice, d'être poète, danseuse, tisseuse. C'est depuis cet art et depuis ce que le cœur nous dit qu'on va être capable, qu'on aura le courage de co-créer toutes ces initiatives positives dont nous rêvons, mais on réalise nos rêves aujourd'hui encore, donc c'est super. Genau, mit diesem Bild, das uns alle so ein bisschen repräsentiert, wie wir hier alle sind, wie auch ihr alle hier seid, wie Tänzerinnen, die alle vereint sind und gemeinsame etwas Großes schaffen und die Träume verwirklichen, von denen wir immer geträumt haben. Und das machen wir hier, und vielen Dank an alle. Et parce que c'est très important de parler de féminisme et de soutenir le féminisme, on va laisser le mot de la fin à Romane, puisque on va quand même
expliqué qu'il y a des coupes budgétaires prévues pour les organisations féministes à Berlin et que le fonds des archives FFBIZ pourrait être touché. Donc, en fait, on pense que c'est important ce soir quand même d'avoir montré l'importance de ces archives, l'importance de cette histoire et de montrer un peu le signal d'alarme pour dire que ce sont des organisations. Les organisations féministes ont besoin d'être soutenues. Roman, wir schließen auch diesen Abend mit dir über die Aktion, über feministische Projekte sicher finanzieren. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir auch darüber sprechen. Wir haben heute gesehen, wie wichtig Feminismus ist, wie wichtig wir das brauchen, wie wirklich auch diese Geschichten brauchen. Und FFBIZ ist Teil von anderen feministischen Organisationen in Berlin, die vielleicht Reduzierungen im Budget bekommen werden. Kannst du uns sagen, was da los ist und was wir vielleicht machen können? Ja, genau, das FFBIZ ist ja eins von vielen feministischen Projekten in Berlin und wir haben vor circa 2 Monaten erfahren, dass die meisten der Projekte Kürzungen erfahren werden im nächsten Jahr. Dann haben wir arbeiten ja viel zusammen, haben wir uns gleich zusammengeschlossen, sind dagegen vorgegangen. Dann wurde uns versprochen, nein, wir kürzen euch nicht. Aber wie wir alle wissen, wir haben am Sonntag Wahlen, auch in Berlin. Und das Budget für das nächste Jahr, das steht noch nicht fest. Und das heißt, die Versprechungen, die uns jetzt gemacht wurden, das wird wahrscheinlich nicht in Erfüllung gehen. Und deshalb brauchen wir jetzt einen langen Atem, weil nach der Wahl, bis dann wirklich das feststeht, wie viel Geld für die Projekte ausgegeben werden soll, wird es wahrscheinlich dann April oder Mai 2023 sein. Und genau, das ist so ein bisschen im Moment unser Problem mit Aktionen oder so, weil das immer sehr kurzfristig ist. Deswegen ist meine Bitte, uns oder anderen feministischen Projekten auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram zu folgen, immer wieder auf die Homepage zu gucken und wenn aktuelle Inhalte kommen zu Kürzungen, das dann möglichst weit zu verbreiten, weil dieser Druck uns wirklich enorm hilft, um da vielleicht noch was zu verhindern. Alors, en effet, il y a de nombreux projets féministes qui sont concernés à Berlin. Pour l'instant, on leur dit que le budget ne sera pas touché, mais en fait, il y a un vote qui a lieu pour le Sénat de Berlin, donc dimanche 26. Et c'est à la suite de ce vote qu'on connaîtra le budget réel qui pourra seulement être débloqué et utilisé en 2023. Donc, ça fait long avant de connaître l'avenir de cette organisation. Et donc, ce que Roman nous dit, c'est que le mieux qu'on puisse faire, nous, de notre côté, c'est de suivre et de partager les contenus et tous les événements de ces groupes féministes à Berlin et ailleurs, parce que malheureusement, c'est le cas aussi ailleurs. Donc, continuer à faire vivre ces lieux en partageant ce qui s'y passe. Faire du bruit et regarder aussi comment on vote. Wie wir auch wählen, hat auf jeden Fall einen großen Einfluss. Ich darf nicht wählen. Ja. Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, Roman, dass wir hier sein dürften, spät abends bei euch. Es ist normalerweise hier sehr leise und alle studieren ganz ohne Lärm und wir haben heute ein bisschen Krach gemacht und auf einmal sehr viel Licht und vielen lieben Dank, dass wir hier sein dürften. Je remercie Roman qui vraiment dès la première fois qu'on est rentré en contact nous a tout de suite accueillis. Ici c'est un lieu qui est d'habitude vraiment très feutré, silencieux. On étudie et nous on est arrivés avec nos gros matériel, on a mis de la lumière partout, on a changé toutes les tables et c'est ok. Donc vraiment un grand merci parce que c'est un lieu un peu sacré quand même là où on est. Donc c'est un lieu d'histoire. C'est la première fois qu'il fait quelque chose comme ça ici. Donc on est super contente d'avoir pu le faire comme ça.
Vielen Dank an allen, vielen Dank an Miet, unser Technikpartner heute, und an Hagen. Das ist unser Partner für dieses Jahr von Positive Lab. Merci beaucoup à Miet, notre partenaire technique. Merci aussi à Shirley, qui a été notre réalisatrice ce soir. Vielen Dank, Shirley. Et notre prochain cercle écoféminothek, ce sera le 18 novembre dans le Centre interculturel pour femmes Suzy avec Adalka Thomas. On a hâte de vous y retrouver. C'est d'ailleurs aussi une organisation qui est aussi touchée par exactement les mêmes problèmes que FFBIZ sur les coupes budgétaires. Donc voilà, on leur donne tout le soutien que l'on peut. Et cette fois-ci, en novembre, on devrait pouvoir accueillir une trentaine de personnes. On espère pouvoir vous voir un peu plus nombreux. Voilà, je passe le micro à Susan et je vous remercie pour cette soirée. Also jetzt auf Deutsch, ne? Also der nächste Œcoféminothek-Kreis findet am 18. November im interkulturellen Frauenzentrum Susi statt, hier in Berlin mit Adalka Thomas, und wir freuen uns auf Ihr Kommen, und dieses Mal sollten wir etwa 30 Personen begrüßen können, also wir freuen uns wirklich auf euch. Genau, und jetzt verlassen wir uns schon auf die Musik von Diana Romero. On se quitte maintenant sur la musique, notre générique de Diana Romero. Belle soirée à tous et à bientôt. La tierra, la tierra te habla, su vientre canta. La tierra está viva, vibrando, respira. Esa la tierra, la maestra, la tierra. Esa la tierra, madre abuela, la tierra.
tierra.